Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. Le groupe musical Beau Dommage, immensément populaire à partir des années 70, a pourtant failli ne jamais exister. Difficile à croire, mais aucune maison de production québécoise ne voulait graver sur disque ces chansons devenues emblématiques de la vie urbaine montréalaise. Solveig Miller, Jean-Claude Lefloc et Marc Jasmin retracent ici le parcours de cette formation qui a pris naissance à Boucherville et connu le succès grâce à Toronto. Je me rappelle de réponses de gérants de compagnie de disques qui nous disent « Ouais, on a écouté. Vous ne vendrez pas avec ça, hein? » On va maintenant vous chanter une chanson d'amour assez spéciale. Elle nous a été commandée par la Société protectrice des animaux et puis par la Société de développement du Grand Nord canadien aussi, qui essaie de défendre les races en extinction. C'est une farce. C'est une chanson d'amour, ça s'appelle « La complainte du phoque en Alaska ». Ça, c'est la première émission de télé qu'on a faite à Radio-Canada. Ça s'appelait Vedette en direct. Oui, c'est des beaux souvenirs. On voyageait pas toujours avec notre clôture, hein? C'était une chanson personnelle de Rivard. Et quand il l'a présenté au groupe, les gens la trouvaient un peu fleur bleue. S'il avait fallu miser sur quelle chanson était pour nous faire connaître, ça aurait été la dernière de la liste pour nous. Et dire qu'il n'y a pas de phoque en Alaska, en plus. Quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. En 1974, un véritable phénomène musical déferle sur tout le Québec. Il s'appelle Beau Dommage. Quand on répétait dans le sous-sol à Boucherville, le sous-sol du père de Michel, à un moment donné, on voulait s'appeler l'été des Indiens. Et je ne sais pas qui a dit « Ah, Beau Dommage, ça serait bon, c'est une expression, c'est positif. » Et on a dit « OK, ça marche, Beau Dommage. » Ça veut dire « évidemment ». J'imagine qu'il y a autant de versions qu'il y a de membres de Beau Dommage parce que, au moins, ça, j'ai la prétention, ça vient pas de moi, en tout cas. La quenouille bleue, 2 autres. Ça, chez moi derrière, s'il vous plaît. Un clap, pas de patate. Un clap, pas de patate. Le groupe prend ses racines quelques années plus tôt dans la Quenouille bleue, une troupe étudiante d'une toute nouvelle université à Montréal, l'UQAM. J'étais une fan, vraiment une fan de la Quenouille bleue, et donc une fan des premières chansons de Beau Dommage, qui n'étaient pas encore Beau Dommage. Ce qu'on est en train de se construire, c'est une troupe. Peut-être que, je veux dire, j'aime pas ça, l'amateur professionnel, mais je veux dire, s'il faut marcher dans ce schème-là, ben quand on deviendra professionnel en gang, ben non, pas du tout. C'est ça, lui, là. La Quenouille bleue est devenue le giron de création où, par exemple, Pierre Huet m'a apporté ses premiers textes de chansons et où je les ai mis en musique. Des textes comme Ginette ou 23 décembre. Je l'ai connu un lundi soir, c'est bien gravé dans ma mémoire. Elle m'a demandé si tu dansais. Tu sais, quand t'es né dans un quartier populaire et qu'on t'envoie dans un collège classique faire 7 ans de latin puis 3 ans de grec, tu ne veux pas renier la culture que tu avais. Il y a une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Ginette et où ça dit quelque part, j'ai fait mon cours classique, j'aimais les mathématiques, mais grâce à elle, je savais compter les pas dans un cha-cha. C'est un petit peu ça que j'évoque. Avec tes seins et tes souliers à talons hauts, t'as mis la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un imaginaire. Fais-moi sauter dans ton cerceau. Robert Léger est devenu, à un moment donné, le pianiste de la Quenouille bleue, avait déjà commencé à écrire des chansons comme Dimanche, Harmonie du soir à Châteauguay, Tous les palmiers. 1, 2, 3, 4. Mais je peux pas vous expliquer qu'est-ce que c'est pour moi. C'est peut-être le seul acte gratuit qu'on peut faire. D'écrire, tout simplement. Les talents du musicien Robert Léger se dessinent très tôt. En 1966, il gagne le premier prix catégorie conte dans le concours Jeune auteur de Radio-Canada. La meilleure poésie possible, je veux dire, c'est une musique. Ça rejoint la musique. Dans le groupe, j'étais pianiste, essentiellement, flûtiste aussi, bassiste à l'occasion. J'ai mis en musique les textes magnifiques de Pierre Huet, comme Montréal, par exemple. C'est pas facile
d'être amoureux à Montréal. Quand on s'est mis avec les chansons, c'était pour notre gang. C'est pour ça que si je dis dans la chanson Montréal, j'ai eu la peine quand ma Mireille m'a laissé. Il n'y a pas de mystère, elle s'appelait Mireille. J'ai cru mourir comme ma Mireille, à mort laissé. L'odeur de Montréal, les ruelles de Montréal, les rues, les églises, les briques, tout ça. On avait un désir de chanter ça. Manon vient souper, si tu viens pas, tu souffres, tu pourras t'en passer. Manon vient souper, sans ça, maman va se fâcher, puis elle va descendre. Attends pas que maman se fâche, puis qu'elle descende. C'est tout bêtement, je sortais sur mon perron en arrière, puis c'est ce que les mères de famille criaient à leurs enfants à 6h moins 10 quand le souper tapait. Viens, Manon, viens souper! Attends pas que maman soit tannée, puis qu'elle descende. Et je l'ai mis dans la chanson. La Quenouille Bleue se dissout, faute de moyens financiers. Il y avait finalement, à l'époque, juste Michel Rivard et moi, comme musiciens, comme artistes sur scène. Et on s'est dit, c'est pas assez, puis est-ce que ça nous tente vraiment d'aller sur scène? Au départ, moi, j'ai pas confiance en ma voix. J'aime écrire des chansons, j'aime jouer de la guitare, j'aime les chanter. C'est pas pour moi, là, il faut absolument que je chante devant le public. C'est pas encore ça. Ils proposent leur chanson à Donald Lautrec, une vedette pop de l'heure. Donald Lautrec, qui avait été vraiment une idole yéyé là, depuis le début des années 60. Et on s'est dit, peut-être qu'il pourrait chanter nos chansons. On est allé chez lui, puis on lui a chanté ces chansons-là dans son salon. Il a dit, « Hey, c'est pas mauvais, ça. Peut-être je pourrais les chanter. » Puis il a hésité parce que ça correspondait pas tant que ça à son image. Lautrec raconte encore que lui, il les voulait, mais que son gérant, de l'époque, avait dit non, qu'il n'y avait pas d'avenir dans ces chansons-là. Tant mieux pour nous, parce qu'après ces refus-là, Robert et Michel se sont regardés en disant, bon, ben alors, on va se partir un orchestre. Et là, Rivard a rappelé un vieux pote à lui qui s'appelait Pierre Bertrand. Descendu dans un village, sentait le bois, sentait le sapin. Je me souviens que Pierre chantait vraiment très bien, qu'il faisait de belles harmonies de voix, qu'il jouait de la basse, de la guitare, qu'il avait un camion aussi. Et on a commencé à travailler dans le sous-sol de Michel Rivard, à Troyes. Pierre Bertrand, Michel Rivard et moi. Une guitare, une basse, un piano. Réal Desrosiers, étudiant en communication à l'UQAM, devient leur batteur. Je me suis retrouvé comme dans une famille musicale. C'est-à-dire, on avait les mêmes goûts, les mêmes intérêts, on avait les mêmes références. Ça l'a connecté très vite, là. Une audition au 67-60 Saint-Vallier-Montréal changera toute la vie de Marie-Michel Desrosiers, alors étudiante à l'École nationale de théâtre. Moi, je dis que c'est au 67-60 Saint-Vallier que l'audition a eu lieu. Dans un party au 67-60 Saint-Vallier, un soir, on est là, toute une gang. Marie-Michel est là. Et Robert se met au piano et on chante quelques-unes des chansons. Ça s'est fait rapidement, cette audition-là. Hein. On avait peut-être convoqué 4 ou 5 jeunes dames qui chantaient fort bien. Je crois que la première chanson qu'on a tentée, c'est peut-être 23 décembre. Et on a chanté, je me rappelle encore la chanson, on a, les 3 chanteurs du groupe ont essayé de tenter tout de suite de faire des harmonies sur la chanson Montréal. On agaçait les filles, et on s'appelait Tapette. Mais au moment où les 3 voix se sont harmonisées, on a tous senti un gros frisson. C'était sans doute le plus beau jour de toute ma vie. Il y a quelque chose de tellement puissant. J'étais vraiment tombée en amour avec ces chansons-là. Le mélange de voix était tellement comme spécial et magique qu'on a dit « Ah, mon Dieu! Oh, que ça... Oh, bon. » Puis elle aimait la chanson. On sentait comment elle aimait ces chansons-là, que ça lui était naturel à Marie-Michel de chanter ça. Première chanson que j'ai entendue, déjà, j'étais gagnée. Et là, naturellement, ça a basculé d'un petit rêve fou à quelque chose qui pourrait être une réalité si on se relevait les manches et si on commençait à travailler. Alors, c'est vraiment là que ça a parti.
Elle fait que fin de l'audition, et on allait remercier dans le corridor les 3 autres filles qui attendaient. On a dit, non, ça va, on a trouvé notre âme sœur, et ça s'est terminé ce soir-là avec elle, et on l'a toujours gardée. Assis au pied des arbres, du bois de Boulogne. Si on partait, c'est un pas que j'ai. À la porte d'un café, les noms ne font que changer. Les autres groupes, généralement, étaient centrés sur une personne. Pierre Flynn, Jerry Boulet d'Offenbach ou Serge Fiori d'Harmonium. Dans Beau Dommage, il y a clairement 3 bons chanteurs, ce qui est rarement le cas dans les différents groupes. Il y avait 4 ou 5 compositeurs. Les textes, c'est la même chose. Alors, ça donnait une musique beaucoup plus variée. Chacun son beau passeport avec une belle photo. C'était véritablement un groupe. Donc, la somme de ça dépasse largement ce que Pierre Flynn écrivait pour Octobre, mais c'est tout. C'est de tout mettre ça ensemble qui faisait que ça leur donnait une puissance que les autres, je pense, n'avaient pas. Harmonie du soir à Châteauguay. Dimanche au soir. Je m'occupais de la discothèque de l'Université de Montréal et j'engageais copinage et népotisme à l'honneur. J'engageais Beau Dommage qui viennent jouer. Chacun touchait 5 piastres par soir pour venir jouer pendant 2 heures dans le café discothèque de l'université. Donc, la galère a existé. Beau Dommage se produit dans de petites salles de spectacle et des cafés, tout en se cherchant un producteur de disques. Il y a comme un début d'effervescence dans la chanson québécoise. Il y a de plus en plus d'albums québécois, un peu de nouvelles factures qui arrivent sur le marché. On se dit, pourquoi pas nous? Et on envoie des maquettes avec des chansons du premier album, avec La complainte du phoque en Alaska et Ginette et Tous les palmiers, à peu près à toutes les compagnies de disques québécoises qui existaient. Puis il commençait à en avoir de plus en plus parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui poussait. Et personne n'aime ça. Je me rappelle de réponses de gérants de compagnies de disques qui nous disent « Ouais, on a écouté. Vous ne vendrez pas avec ça, hein? Vous êtes conscient de ça, puis on voit pas ce qu'on peut faire avec ça. On voit pas, je me rappelle d'une phrase, on voit pas la dimension de tout ça, là. Et on est un peu sur le bord de lâcher la serviette et de dire, bon, ben, personne nous aime. Aurait-il raison? Alors, finalement, on est allé chez Gilles Talbot. Il nous a donné du temps de studio chez Son Québec. C'est quand il a mis notre bande sur sa machine, il n'entendait rien. Il dit, on peut pas rien faire avec ça. Fait qu'il nous a donné du temps de studio pour aller faire un autre démo. Alors, on est allé faire les 4-5 chansons dans son studio, puis on est revenu avec la démo. Puis, manifestement, il a pas tellement aimé ça parce qu'il nous a pas signé. Mais il nous a donné le démo. Alors donc, on avait entre les mains un bon démo. Gilles Talbot était dans la même salle de maquillage que moi, et j'avais le disque avec moi. Et il me dit, ah, t'as entendu ça? Comment tu trouves ça? Ben, je dis, comment je trouve ça? C'est absolument formidable. Et il me regarde, puis il me dit, ben, tu jokes, là? C'est pas vrai. Tu trouves ça formidable? Je pense que c'est la seule fois dans sa très longue carrière que Gilles Talbot s'est planté. Pierre Dubord de Capitole. Lui a adoré ça, est venu nous voir en spectacle plusieurs fois. Il envoie les démos au patron à Toronto qui aiment le son. Ils font comme, ah ouais, c'est bon, c'est bien, ouais, on va leur donner une chance pour un premier album. Et c'est avec cette bande-là qu'on a réussi à convaincre les gens de Capitole, dont le siège social était à Toronto. Mais il y avait quand même un bureau à Montréal qui était dirigé par Pierre Dubord. C'était un peu paradoxal qu'aucune compagnie québécoise a vu qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Et c'est des gens à Toronto qui ont dit « Ah, allons-y ». Dès la parution du premier disque, le public a un grand coup de foudre. Est-ce que vous avez été énervé comme ça? Vous savez pas quoi? Non. Il y a Beau Dommage dans la salle! Parce qu'il y a un phénomène qui fait que Beau Dommage existe, mais que vous n'existez pas. Je vais faire le tour, puis je vais aller voir les autres, parce que si je les fais pas parler, on saura même pas qui c'est. À toutes les fois qu'elle vient, puis elle vient souvent. Est-ce que vous avez peur de cette espèce de succès extrêmement rapide qui vous est arrivé? T'avais jamais perdu
cœur finit par te trouver quelqu'un pour te niaiser. Est-ce que vous étiez conscient que, quand vous l'avez fait, ce premier disque-là, non pas que vous alliez en vendre 300 000, mais que vous risquiez de frapper une corde extrêmement sensible chez beaucoup, beaucoup de monde, puisque personne s'était occupé des pauvres déshérités des villes qui connaissaient le béton, puis la rue Beaubien, puis le métro, puis qui n'étaient pas allés sur le bord du ruisseau. Je pense que loin dans nous autres, on devait sentir quelque chose comme ça. Moi, j'étais excessivement ébranlée, tu sais. Alors, je me dis... Il y a d'autres gens. Oui, c'est ça, tu sais. C'est exactement ça. Alors, en passant, vous pouvez voir que je frise vraiment naturel, hein, parce que... Mais c'était vraiment ça. Je pense que j'ai été la première fan. On s'était dit, on va vendre peut-être 15 000 disques. Parce qu'on se disait, on va rejoindre les gens de notre âge, de Montréal, et qui ont aussi les mêmes goûts que nous, musicalement. Donc, qui aiment ce genre de folk rock urbain. Et c'est là qu'on a été pris par surprise, parce que le Québec au complet a réagi. Alors, on s'est mis à vendre beaucoup de disques. Avec le blues de la métropole. Après la pause, les influences musicales éclatées de Beau Dommage, du blues à la cha-cha, de Brel aux Beatles et un son ancré en territoire américain. Ici radiocanada.ca/tout le monde en parlait pour revoir plus d'une centaine d'émissions qui nous racontent les petits et les grands moments de notre histoire. On connaît Michel Rivard, l'enfant acteur, le fils du comédien Robert Rivard. Quand on se met à broyer, là, on va réfléchir, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Ma présence à Rue des Pignons pendant 4-5 ans, je pense, n'en était pas une de plaisir. C'était strictement parce que je voulais me ramasser de l'argent pour m'acheter des guitares. En 67, tout était beau. C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. Montréal, c'est notre environnement. Bien, je veux dire, musicalement, l'environnement est là aussi. La cha-cha, les valses, les plaines, tout ça, ça fait partie de ce qu'on a entendu quand on était jeune, puis qu'on entend encore de toute façon aussi. Tu peux pas rire de la cha-cha tant que ça, si tu veux, tu sais. Parce que de la cha-cha, quand j'étais petit, puis ma mère ouvrait la radio, puis j'entendais Joyeux Troubadour, puis si Estelle chantait une belle cha-cha, ben, je veux dire, j'étais content. Je veux dire, je peux pas me révolter contre ça. Tu sais, ça fait partie de moi. Je n'ai jamais eu de barrière musicale. Quand c'est bon, quand c'est fait avec amour. Mais je suis fier de nous autres. Je suis fier de voir qu'à cette époque-là, déjà, on n'avait pas peur d'avancer ce respect-là des différences dans les différents styles musicaux, puis tout ça, puis de pas se cantonner, ou du moins de pas avoir cette espèce de vision manichéenne de ceux qui font pas du rock, des quétaines, puis nous autres, on fait ça. Nous autres, on le faisait, et on le faisait pour, comme on le disait, le plus large public possible. Un public de Beau Dommage, il y a quel âge? Puis, On sent-tu le vieux cliché de Tintin? 7 à 70 ans. Nos détracteurs, puisqu'il y en a eu, nous trouvaient trop cute. Essentiellement, la musique de Beau Dommage, c'est le creuset americana de musique pop, rock, folk, country. Et cette musique-là est essentiellement américaine. Les Beatles, les Hollies en Angleterre, les Beach Boys aux États-Unis, Crosby, Stills and Nash, des groupes qui avaient commencé justement à mettre des harmonies vocales. Ça nous fascinait. Les auteurs-compositeurs francophones ou français, les Brel, Ferré, Vigneault, Félix Leclerc. Côté auteur-compositeur, c'était James Taylor, Randy Newman, Cat Stevens. C'est un mouvement de folk rock, là. C'est sûr qu'on n'a pas révolutionné musicalement, mais il y avait quelque chose de nouveau. Je pense que les voix, l'harmonisation des voix, les textes très simples, très limpides, mais en même temps très poétiques aussi, et la musique nord-américaine, mais toujours en gardant l'influence française et anglaise. Ce qui reste dans nos oreilles, me semble, de Beau Dommage, ces influences-là, qui sont ni affirmées, ni proclamées, ni rien, mais pour qui écoutait la musique à cette époque-là, ce petit groupe-là faisait vraiment partie d'un grand pays qui s'appelle l'Amérique du Nord. C'est comme une recette de cuisine. On les met dans un grand bol, on mélange ça, et ça donne le premier album de Beau Dommage. On va faire une chanson qui s'appelle Montréal.
Gilles Talbot, le patron de Québec Disque qui avait refusé de les produire, ne comprend toujours pas leur succès. Il était visiblement consterné. À cette époque-là, ce qu'on appelait les chansonniers, les auteurs, compositeurs, interprètes, ils venaient pas en tas. Ils venaient seuls, un après l'autre. Et je pense que c'est ça, lui, qui l'a mis sur une mauvaise piste, alors qu'au contraire, l'intérêt, c'était qu'il y avait... C'était un groupe choral. Enfin, c'était vraiment une œuvre chorale, l'œuvre de Beau Dommage. Et je sais pas, peut-être qu'il trouvait que ça avait pas suffisamment d'identité. Pourtant, Dieu sait que ça en avait une, puis urbaine, puis montréalaise et tout ça. Aujourd'hui, à Montréal, je suis en amour. Je t'aime comme un fou, puis je vais t'aimer. Personne n'a autant chanté Montréal que Beau Dommage. À sa grande surprise, il connaît un immense succès dans toutes les régions du Québec. Les tournées sont épuisantes, les membres du groupe se dispersent, puis se retrouvent, comme nous le verrons dans la prochaine émission.